sommes pas seuls. Dans bien d'autres pays, il arrive que la télévision réfléchisse sur elle-même, s'amuse d'elle-même, s'indigne d'elle-même, informe sur elle-même, par exemple en Italie. Adesso vogliamo invece partire dal gran casino della settimana, lo chiamo così, Baldini, è colpa di Baldini, perché casino non l'ho mai detto, è la prima volta che lo dico, vabbè. Guardate questo titolone del Sole 24 Ore di 15 maggio. Alors, Massimo Bernardini, bonjour. C'est vous, on vient de vous voir, qui animez TV Talk. C'est l'arrêt sur image italien, à moins que l'arrêt sur image soit le TV Talk français. Et c'est avec vous que nous allons clore cette très riche saison 2006-2007, puisqu'on va essayer de voir comment plusieurs télévisions du monde réfléchissent sur elles-mêmes. Et notamment, c'est Judith Bernard qui a regardé avec une attention fascinée votre émission. Alors, l'Italie, il y a aussi en Israël une émission qui s'appelle Tic Tic Chorette et qui depuis 20 ans réfléchit sur la télévision israélienne. Yoav Toker, vous êtes journaliste israélien à Paris, c'est vous qui allez nous en parler, et c'est David Abiker qui vous a regardé avec beaucoup de vigilance. Enfin, alors il existe aussi au Sénégal une émission qui celle-là est bi-hebdomadaire qui s'appelle Télescopie. Khalil Gay, vous y avez participé plusieurs fois en tant que journaliste et vous nous raconterez un peu l'histoire de cette émission et ses difficultés. Et alors c'est Sébastien Boller qui est tombé en arrêt devant Télescopie. Mais nous allons commencer, Cocorico, par des images qui sont mi-françaises, mi-belges, avec vous, Perrine Dutreil, et qui ont déjà fait le tour du monde. Oui, une vidéo qui a provoqué des remous cette semaine sur Internet, puisque à l'heure où nous enregistrons, elle a été vue plus de 10 millions de fois, ce qui est un record. Et en plus, pas seulement dans l'Hexagone. Alors, il s'agit d'un extrait du journal télévisé du soir de la chaîne belge RTBF, journal qui revenait sur la conférence de presse de Nicolas Sarkozy à la fin du G8. C'était en Allemagne la semaine dernière. Le succès sans précédent de cette vidéo tient sans doute à l'impertinence du lancement du journaliste. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui. Bah, allez. 10 millions de visionnages sur Internet. C'est notamment ce lancement de notre confrère belge, il n'avait pas bu que de l'eau, qui a mis le feu aux poudres. Oui, et devant l'ampleur du scandale, le journaliste donc Éric Bévert a fait ses excuses auprès de l'ambassade de France. Il a d'ailleurs voulu joindre, il m'a expliqué directement l'Élysée, mais à l'ambassade on lui a répondu, je cite, qu'on ferait suivre. Alors pour autant, Éric Bévert m'a dit ne pas du tout regretter d'avoir diffusé cet extrait. Sur son lancement, il m'explique qu'il se voulait, je cite, malicieux mais pas dénigrant. Mais il reconnaît quand même qu'il n'aurait pas dû donner son avis sur l'état du président, même s'il reste persuadé, encore aujourd'hui m'a-t-il dit, que Nicolas Sarkozy était bien, je cite, pompette. Merci pour la citation et sa précision. Beaucoup de spectateurs donc sur Internet, mais en France, sur les grandes chaînes françaises, quelle diffusion pour ce début de conférence de presse un peu bousculé? Alors, aucun JT des grandes chaînes ne l'a passé, mais plusieurs émissions, notamment sur Canal+, ou aussi sur France 2 chez Laurent Ruquier, ont diffusé cette séquence. Alors, reste évidemment la question de fond, Perrine, à laquelle vous n'allez pas couper. Nicolas Sarkozy était-il ivre au moment de cette conférence de presse? Alors, je me suis contentée d'appeler plusieurs journalistes présents à cette conférence de presse, dont la plupart d'ailleurs suivent Sarkozy depuis de longs mois. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils n'ont absolument rien remarqué sur le moment. Alors, certes, le président est arrivé très en retard et très essoufflé. Il faisait particulièrement chaud dans cette salle où 200 journalistes attendaient depuis une demi-heure. Et troisième chose, Nicolas Sarkozy est connu pour avoir beaucoup de tics. Alors pour autant, il a tenu pendant une demi-heure des propos cohérents et intelligibles, même si on peut reconnaître qu'il n'était pas dans son assiette habituelle, si je puis dire, comme on le voit dans cet extrait tiré de la suite de la conférence de presse. Monsieur le Président, comment s'est déroulé votre entretien avec Vladimir Poutine? C'était franc, puisque nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie,
la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité, mais nous avons échangé. J'ai trouvé un homme ouvert au dialogue, acceptant la discussion sur ces sujets complexes. Disons qu'il n'est pas au sommet de son art oratoire, mais il est vrai aussi que le lancement du journaliste belge oriente différemment la vision des images qu'on peut avoir par la suite. Quand on n'a pas de lancement, on les voit peut-être différemment. Une réflexion, les uns ou les autres, qui est de fins lecteurs d'images. La presse sénégalaise a évoqué l'épisode. En fait, c'est vrai que cette vidéo a été regardée au Sénégal aussi, sur le net, partout, et il y a eu même des commentaires sur le net aussi. Moi, ce que je dis en tant que journaliste, c'est que c'est le journaliste présentateur qui a un peu orienté justement le succès de cette vidéo. En fait, son commentaire du début a influencé la manière dont les gens allaient obligatoirement regarder cette vidéo. S'il avait passé la vidéo... Il a fait une erreur selon vous? Il a fait une erreur selon moi, et ça veut dire qu'il n'a pas... Il a influencé le fait, en fait. Alors, les émissions de critique des médias maintenant à travers le monde, avec vous, Yulia Kapustina, en commençant par une émission qui n'est pas représentée autour de ce plateau, une émission américaine. Oui, il y a d'autres émissions qui sont d'ailleurs plus anciennes que la nôtre. Par exemple, aux États-Unis, il y a une émission de référence sur CNN qui a été créée en 92, après une réflexion de la chaîne sur la couverture médiatique de la guerre du Golfe. Alors, je vais vous dire le nom de l'émission en français, puisque mon anglais est franchement pas terrible. Ça s'appelle Deux sources sûres, et donc chaque semaine, le présentateur reçoit sur son plateau, franchement très intimiste, quelques confrères de différentes médias. Voilà, ils se parlent entre eux. Vous voyez, la table n'est pas très grande, mais comme les États-Unis est un pays à plusieurs fuseaux horaires, des fois, il les reçoit en duplex. Évidemment, il est présent en début d'émission, mais en plus, à la gauche de votre écran, vous voyez, il y a un petit CV qui apparaît, qui permet de retracer le parcours de chaque personne qui parle, et donc on sait d'où elle parle exactement. On parle de plusieurs thèmes dans l'émission. Là, ce jour-ci, il était question des débats démocrates sur CNN, et en même temps, on a également parlé de l'histoire d'une blonde très riche, c'est Paris Hilton, qui a véritablement scotché les télévisions américaines, et qui était condamnée à 45 jours de prison pour avoir roulé avec un permis suspendu pour conduite en état d'ivresse. Au fond, même les médias dits sérieux adorent se ruer sur l'histoire people du moment, même si celle-ci n'a aucun intérêt. Ainsi, ils peuvent nourrir la curiosité du public. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un prétexte qui les autorisera à emprunter cette route tortueuse, tout en affirmant qu'il s'agit d'une question culturelle essentielle. Voilà, et le présentateur enchaîne ensuite avec quelques images des plateaux des télévisions américaines où on voyait partout apparaître Paris Hilton. Il y avait des schémas, il y avait aussi des chroniques spécialisées, mais surtout les journalistes n'ont pas hésité même de prendre les vues aériennes des hélicoptères pour savoir les moindres faits et gestes de Paris Hilton quand elle se déplaçait en voiture de police. Mais ce qui a intéressé notre présentateur de arrêt sur image américain, si je peux me permettre, c'est évidemment pas Paris Hilton elle-même, mais... Non, surtout pas. Hein. Surtout pas. Ce qui l'a évidemment intéressé, c'était que cette histoire de Paris Hilton a totalement éclipsé une autre histoire politique du jour. C'est la nomination d'un nouveau chef d'état-major américain, et qui était a priori le fait politique du jour. Vendredi, alors qu'il y avait probablement d'autres événements ce jour-là, en fait, il y avait une nouvelle importante. Le ministre de la Défense, Robert Gates, s'est présenté devant la presse et a annoncé que le général Peter Pace, chef d'état-major, ne serait pas reconduit pour un second mandat. Et cela parce qu'il aurait eu des difficultés à se tirer de débats très litigieux au Sénat. Donc toutes les chaînes du câble ont couvert cet événement. Regardez maintenant quelle analyse très profonde elle proposait après coup. Allons-y. Bien sûr, Peter Pace ne sera pas reconduit à la fin de son mandat, et Michael Mullen, qui dirigeait les opérations navales, va le remplacer. Et voici Paris Hilton, l'autre grand sujet que nous avons suivi aujourd'hui. Michael Mullen sera un chef très compétent. Nous avons toutes les raisons de le croire. Barbara, merci. Nous en reparlons dans nos prochains flashs. Nous avons des images en direct de Californie. Paris Hilton, dont tout le monde parle. Oui, regardons ces images en direct. Jennifer Griffin au Pentagone a des nouvelles importantes du chef d'état-major et de son vice-président. Nous allons garder un œil sur cette histoire. Mais retournons pour quelque temps au pénitencier avec des images de la chaîne KCBS.
Vous rigoliez quand on regardait ces images, mais l'histoire de Peter Pace, c'est énorme, non? Et pourtant, on revient à Paris Hilton. Après le 11 septembre, nous avons tous dit que les médias entraient dans une ère nouvelle, qu'on ne couvrirait plus les écervelés comme Paris Hilton, que les médias ne seraient plus obsédés par ces gens. Et clairement, les chaînes du câble, du moins, ont oublié ce principe, et c'est dommage. Alors, je pense qu'en Italie aussi, les médias ont pas mal parlé de l'affaire Paris Hilton, j'imagine. Non, non, oui, on a parlé parce que Paris Hilton c'était protagoniste d'une spot télévisé aussi, de téléphone. Non mais les médias en ont beaucoup parlé, et vous, qui êtes une émission de critique des médias, vous en avez parlé aussi donc? Non. Non. Nous avons décidé de ne parler pas. Pourquoi? Pourquoi je ne crois pas que c'est une affaire des télévisions, c'est une affaire des chroniques. Pas de télévision, pour moi. Bah, oui, mais enfin là, on voit que les chaînes américaines en ont beaucoup parlé. Non, je vous pose la question parce que nous, souvent, ici, on se pose la question sur ce genre d'affaires qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont des pièges à médias, parce que tous les médias en parlent. Donc, nous, comme notre rôle ici est de relire avec les téléspectateurs les images qu'ils ont vues, on se dit, est-ce qu'il faut qu'on en... Il y a une différence entre une thème qui c'est des télévisions, qui va entrer dans le problème de comment la télévision va changer la réalité. Et ça, c'est la chronique, c'est la chronique, ce n'est pas de problème. Khalil, oui. Oui, en fait, aux États-Unis, c'est très facile de voir ça, de voir que justement de petits événements comme ça cachent les grands événements. Ce qu'on vient de voir, oui. Ce qu'on vient de voir. Ce qui se passe en réalité, c'est que les chaînes américaines, les grandes chaînes comme Fox News ou bien CNN, se disputent l'audience. La petite audience qui est couverte par les chaînes locales. Ça vous semble quelque chose, oui, de typiquement américain. Par exemple, que ne pratiquent pas les médias sénégalais. Non, au Sénégal, bon, d'abord, pour parler de télévision, il n'y a qu'une télévision nationale, une grande télévision nationale qui est plus préoccupée par la marche de l'État, couverture des mouvement officiel du président, des ministres, etc., etc. Ce qui veut dire que les téléspectateurs sénégalais ont échappé à Paris Hilton. Ils ont échappé à Paris Hilton, mais s'ils ont regardé CNN, qui est regardé au Sénégal, voilà. S'ils ont regardé les autres chaînes qui sont en fait bien vues au Sénégal, ils n'ont pas échappé. Ils n'ont pas échappé à Paris Hilton. D'accord. Alors, on va commencer maintenant à passer en revue les émissions autour de ce plateau, en commençant peut-être par celle qui est la doyenne, une émission israélienne donc qui s'appelle Yulia Tik-Tik Shoret. Oui, et c'est une émission hebdomadaire. Donc, le Tik-Tik Shoret, ça veut dire le dossier de communication. Et dans le générique, un petit avion, on le voit en papier, commence à survoler les rues d'une ville israélienne et qui va d'une rédaction à une autre rédaction. Voilà, il se balade un petit peu comme ça, même de se démultiplie des fois. Et puis il arrive finalement sur le plateau, on retrouve le présentateur qui est tout seul. En fait, il n'y a pas de chroniqueur, il a juste ses invités en face, contrairement à nous d'ailleurs. Et vous, David, vous avez regardé justement une des émissions et ce qui vous a... où il était question d'exploitation de deuil et de victimes sur les plateaux de télé. De la souffrance des proches de victimes, voilà. Alors effectivement, le présentateur, il a sur son plateau une dame qui a perdu sa petite fille dans un fait divers. Et comme nous, à Arrêt sur Image, il lui envoie en plateau des extraits d'une émission où une autre maman ou des parents ont également perdu leur petite fille dans un fait divers. Et vous allez voir, l'émission est tout à fait compassionnelle, larmoyante et lacrymale. Il y a un chanteur qui évoque la mémoire de la victime. Et n'oubliez pas de bien regarder le présentateur, il est gratiné aussi. La chanson est vraiment en connexion. Idan, merci. Merci à vous d'être venu. J'aimerais ajouter quelque chose. Je vous souhaite de ne plus jamais connaître de chagrin. Tout ce que je pourrais ajouter serait superflu pour le moment. La chanson et vous avez tout dit. Donc, prenez du recul par rapport aux médias. Recentrez-vous sur votre tristesse. Laissez la police faire son travail et le ministère de l'Éducation tirer ses conclusions. Même nous, ici, nous sommes trop petits pour changer le cours du monde.
Soyez heureux avec vos enfants dans ce magnifique endroit dans lequel vous vivez. Merci à vous d'être venus. Nous allons passer à la publicité et ensuite nous reprendrons avec le divertissement, car comme je vous l'ai dit, cette émission, c'est comme la vie. À tout de suite après la pub. Bonjour Sarah Sapir. Bonjour. Maman de Mayan, assassinée il y a 1 an et demi. Vous avez vu cet entretien. Que pensez-vous de ce traitement délicat? Délicat entre guillemets, vous voulez dire. Ce que j'ai ressenti à ce moment précis devant mon écran, d'abord j'ai eu honte. J'ai eu honte pour la famille, honte pour l'émission, honte aussi pour nous, pour notre société. Alors, que proposez-vous? Est-ce que les médias doivent nous protéger? Doivent-ils nous modérer? J'attends de la part du journaliste en face de moi et devant lequel je me dévoile sans protection qu'il se mette à ma place pendant un instant et se demande comment moi j'aurais réagi à ce moment. Est-ce que tout ce qui m'est dit doit vraiment être publié? Alors, bon, d'abord, moi, l'extrait, j'ai beaucoup aimé à cause évidemment de la séquence de télé qui est quand même assez extraordinaire. Mais derrière ça, nous, les téléspectateurs français, on n'est pas habitués à voir les Israéliens avec leur télé, leur société et d'autres morts que ceux de la guerre qui les oppose dans les territoires occupés. Donc là, c'était la première surprise. La deuxième surprise, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les victimes médiatiques des Israéliens sont très en avance sur les nôtres. C'est-à-dire que cette dame, elle préfigure la victime médiatique du prochain siècle. C'est-à-dire qu'elle veut la médiatisation de sa peine, mais elle ne veut pas être victime de son excessive médiatisation. Donc elle demande aux journalistes de faire à la fois médiateur, voyeuriste, mais en même temps assistant psychologue et aussi coach télévisuel pour éviter qu'elle soit pas traînée dans justement le voyeurisme qu'elle vient de dénoncer et auquel elle a préalablement déjà participé. L'émission est accueillie comment par le système médiatique israélien? Par les chaînes? Et c'est une émission des références, disons, dans les élites, comme on dit, c'est-à-dire les politiques, médiatiques, universitaires. C'est une émission, c'est pas une émission qui fait des audiences extraordinaires du point de vue quantitatif. Et par contre, c'est une émission dont des références dans la presse écrite et radiophonique sont nombreuses. Et donc, c'est le cas de figure d'une émission dont le public, l'audience directe, ne représente pas en tant que tel le type d'influence ou les totales d'impact. C'est davantage une émission d'influence. D'influence, et puis c'est quasiment un must pour la profession. Un commentaire sur l'extrait que vous venez de voir là. D'abord, vous la connaissiez cette émission israélienne? Non, je ne la connais pas, mais ce qui m'a frappé, c'est que la télévision dans le monde, la néo-télévision, fait les mêmes erreurs dans tout le monde. Alors, d'abord, c'est quoi la néo-télévision? La télévision qui a suivi la saison des services publics dans le monde, dans l'Occident. Bon, est-ce qu'on peut dire que des années 80. Est-ce qu'on peut dire que c'est la télévision des reality shows? On peut dire ça? Oui. Voilà. Oui. Et quand vous dites qu'elle fait les mêmes... Du douleur. En italien, on dit la télévision du douleur. De la douleur. De la douleur. Et elle fait les mêmes erreurs partout, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la dérive, c'est correct, la dérive où on va, c'est celle de utiliser la douleur des gens pour faire des émissions. Ça, c'est une nouvelle route qui s'est diffusée dans toutes les télévisions. Massimo Bernardini, quand toutes les télévisions du monde font la même erreur, c'est encore une erreur ou ça devient une tendance? C'est encore une erreur. Le deux, ça peut très bien être une erreur devenue tendance ou tendance erronée, comme vous voulez. Hein. Il y a des choses que la télévision publique ne doit pas faire. Et par exemple, c'est les émissions dont on parlait tout à l'heure là. Oui. Votre chaîne vous donne des objectifs d'audience. Vous êtes obligé de faire une certaine audience? Oui, oui. Nous sommes arrivés à 9, presque 9 de share. Nous avons commencé... 9 de part de marché, c'est-à-dire le 9%. Ce sont 450 000 téléspectateurs le samedi matin sur Rai 3, le troisième. Et nous avons commencé 2-3% et nous avons
En 6 années. Vous êtes monté de 3% à 7%. Alors on va reparler de votre audience, en tout cas. 9%. À 9%, pardon. Oh, oui, attention, hein, pas se tromper. Hein. En tout cas, vous avez gagné une téléspectatrice cette semaine, c'est Judith Bernard, qui va regarder toutes les semaines. Hein. Oui, c'est vrai que c'est assez tentant. Moi, j'avoue que j'ai été très séduite. Ça se passe dans un studio beaucoup plus grand qu'ici, un studio grand presque comme un amphi universitaire. Et vous y officiez, Massimo, en maître de conférence, mais un maître de conférence plutôt détendu. Adesso vogliamo invece partire dal gran casino della settimana, lo chiamo così, Baldini, è colpa di Baldini, perché casino non l'ho mai detto, è la prima volta che lo dico, vabbè. Guardate questo titolone del Sole 24 Ore di 15 maggio. Voilà, alors donc le bordel de la semaine, comme vous dites, c'est le rachat d'Endemol qui produit des contenus pour les chaînes italiennes par Mediaset, le groupe qui possède la plupart des chaînes de télévision privées. Donc c'est un dossier plutôt compliqué et technique, mais vous optez, comme toujours, je crois, pour un traitement plutôt relax, un genre d'université d'été. Vous laissez la parole circuler librement dans votre auditoire, un auditoire de qualité puisqu'il est constitué de professionnels de la télévision. Il y a un historien des médias, il y a des étudiants spécialisés dans le domaine et tous ces gens discutent entre eux du dossier. Là, par exemple, on va entendre un morceau où des gens discutent des conséquences du rachat d'Endemol sur le métier d'auteur de télévision, conséquences plutôt inattendues. È vero anche che è un incentivo a creare nuovi prodotti, cioè nel momento in cui la concorrenza diventa più forte. È un incentivo? Ma almeno a investire, no? Cioè investire in autori, in idee. Queste erano anche le speranze di alcuni di noi ragazzi, perché parlando con delle mie amiche, anche loro laureate, aspiranti autrici in questo caso, si sperava che invece questa mossa potesse portare noi ragazzi appena usciti dalle università magari a avere la possibilità di imparare qualcosa e poter produrre per la RAI. Voilà, donc vous avez compris, elle est étudiante en médias et elle répond à un auteur professionnel. Et donc c'est un petit peu la télévision d'aujourd'hui qui discute avec la télévision de demain. Et cette transmission se passe dans le contexte assez idéal, fait de rigueur et de décontraction. Qualité que vous incarnez parfaitement, je trouve, parce que vous êtes très pédago. Ouais, très pédago. Comme un maître de conf, vous utilisez en plateau de l'écrit, vous citez vos sources qui ont été préalablement stabilotées et soulignées. Vous faites ça avec une aisance toute professorale. Et puis c'est magistralement filmé, ça fait de l'image efficace. Et comme vous sentez que l'image est efficace, vous pouvez vous permettre de prendre votre temps. Vous faites une revue de presse pratiquement exhaustive, comme sont exhaustifs aussi les tableaux explicatifs que vous nous montrez. Ici, votre collaboratrice nous fait un exposé sur les programmes Endemol diffusés sur les chaînes de la RAI, donc le service public de la télé italienne. Alors pour chaque chaîne, on a une couleur. On fait les totaux en termes de volume horaire, en termes de part d'audience. Tout ça est fait à la main, très soigneusement. À l'arrivée, ça fait des chiffres assez énormes et assez flippants. C'est flippant parce que donc derrière Endemol, il y a maintenant Mediaset et derrière Mediaset, il y a le fils de Berlusconi lui-même que vous voyez à l'image. Donc tout ça fait de Berlusconi le propriétaire de la quasi-totalité des contenus de la télé italienne, ce qui va vous donner pas mal de boulot de décryptage et de vigilance, mais apparemment ça ne vous fait pas peur. Ça a plutôt tendance même à vous faire rigoler puisque vous n'hésitez pas à diffuser en plateau un extrait radio où on entend le célèbre Fiorello faire une imitation de Berlusconi. Cosa farò io? Cosa farete voi, comunisti? Adesso voglio vedere la RAI cosa si inventa. C'ha lo zecchino d'oro, gli è rimasto. Il lotto alle 8 è sorgente di vita, bel palinsesto, complimenti. Uè, la prova del cuoco? È mio, evviva! Anche quello, porca paletta. Adesso decido io anche quello che mangeranno gli italiani. Mangerete come dico io. Previsioni del tempo, mie, decido io che tempo che fa. C'ho una fabbrica di ombrelli da smaltire, farò piovere per 7 giorni e poi neve per altri 5 perché c'ho anche una fabbrica di sci. Voilà, et ça rigole un peu jaune évidemment, mais ça rigole quand même. Et moi je dois dire que je suis un peu envieuse, non pas de l'empire berlusconien sur les chaînes de télé, si on pouvait éviter la même chose à la maison ce serait plutôt super, mais envieuse de cette ambiance
plaisante et savante à la fois. Vous pratiquez l'art d'instruire en amusant, art difficile s'il en est, et c'est une réussite, notamment parce que vous vous en donnez le temps. 1h30 d'émission contre 52 minutes pour nous. Moi j'adore qu'on se donne le temps, ça permet de faire les choses vraiment à fond, à la fois côté pédagogie et à la fois côté divertissement. Alors évidemment ça se paye d'un horaire de diffusion pas terrible, c'est le samedi matin à 9h que ça passe. Faut se lever tôt, mais vous faites quand même des parts d'audience plutôt honorables, alors bravo. C'est moi qui suis jaloux là. Attendez, vous les trouvez mieux que nous? Disons qu'on pourrait appliquer quelques idées. Par exemple, Par exemple quoi? Par exemple, la présence d'étudiants sur le plateau, d'étudiants spécialisés dans le domaine qui peuvent intervenir dans le débat. Moi, je trouve que c'est... Vous allez être le bordel, hein. Ça va être le vrai bordel si on fait venir des étudiants. Mais c'est incroyable. Je dis, vous êtes en train de nous dire qu'on devrait avoir du public dans l'émission. Du public, en l'occurrence, c'est un auditoire qui est invité à participer à un débat élargi. C'est pas exactement le public qui est là pour applaudir bêtement. Ils applaudissent aussi, hein. Ils applaudissent au début, au moment de la présentation. Ils applaudissent au début, c'est tout. Après, ils participent, le micro circule et chacun peut intervenir très spontanément avec des interventions pertinentes. Alors, par exemple, tiens, les applaudissements, ils applaudissent quand on présente les invités. Ça, c'est une petite concession au spectacle, non? Là, vous faites un peu du spectacle, là. Oui, parce que les protagonistes de cette émission, ce sont les garçons. Ce ne sont pas les étudiants. Et les filles? Oui, oui. Et les filles? Oui. Les garçons et les filles. Vous êtes coupable de mon français. Absolument. Oui, c'est-à-dire que vous dites que ce sont les protagonistes. Oui, parce que le public, c'est attirer des jeunes. Ce sont les jeunes qui font... C'est-à-dire quand ils sont bons, il y a de l'audience. C'est vivant. Et quand ils sont pas bons, l'audience baisse. Oui. C'est eux. Vous existez depuis quand, Massimo? De 6 ans. 6 ans. Oui. Donc vous avez commencé sous Berlusconi. Berlusconi était Premier ministre. Oui. Comment ça s'est passé avec Berlusconi? Oh oui. Pas plus. Ah oui, il y a 6 ans, il était... Non, il y a 6 ans, il était Premier ministre. Si vous le disiez. Vous vous en rappelez, c'est pas si loin quand même. Comment ça s'est passé avec lui? Il est arrivé que votre émission critique... Alors attendez, est-ce qu'il est arrivé que votre émission critique ses médias, critique les médias de Mediaset, ou critique son action? Mais le problème, c'est que, vous savez, la différence de Berlusconi, c'est un homme de médias total. C'est un inventeur de télévision, c'est un homme télévisé, lui-même, non? Et ça change tout. Nous ne faisons pas de conclusions. Nous offrons aux téléspectateurs une analyse. Mais est-ce qu'il est arrivé que votre analyse soit défavorable à Berlusconi? À la fois Berlusconi, patron de médias, et Berlusconi au produit. Ce n'est pas notre terrain. Le problème, c'est la télévision, pas les candidats. Oui, mais la particularité de la situation de Berlusconi, c'était que les premiers ministres, avec son pouvoir politique, avaient un pouvoir tel, sur non seulement à la télévision, mais les maisons d'édition, les tout le monde, on est scandalisé de cette particularité, non? Berlusconi, télévision, est aussi politique. Mais les Italiennes continuent à choisir Berlusconi. Non, mais c'est clair. Laissez-vous en paix. Ça, c'est la réalité. C'est parfaitement clair. On change de continent et on va s'intéresser à l'émission sénégalaise Télescopie. Oui, puisque depuis 2000, au Sénégal, il y a un magazine bimensuel de 52 minutes qui s'appelle Télescopie et qui est diffusé sur la chaîne publique RTS, qui est par ailleurs l'unique chaîne publique de Sénégal. C'est un magazine présenté par Adama Sow, qui parle évidemment des médias, et les thèmes de l'émission sont à peu près les mêmes que les nôtres. Par exemple, cette émission, une des émissions était consacrée à l'état de la presse au Sénégal, et pour l'évoquer d'ailleurs, sur la table basse, vous voyez, il y avait des journaux pour illustrer le propos de présentateurs et des invités. Alors Sébastien, vous, ce qui vous a frappé dans cette émission, que vous avez regardé attentivement, c'est son rythme. Le rythme de la parole et le rythme des images, qui effectivement va nous changer beaucoup de tout ce qu'on vient de voir depuis le début de l'émission. Ouais, et moi j'avais vu par exemple une émission qui a été diffusée le 23 mai dernier, et c'était quelques mois après l'élection présidentielle au Sénégal, et je vous laisse découvrir de quoi ça traitait. Aujourd'hui on va parler de la communication politique, communication et marketing politique. À la lumière de l'élection présidentielle de février dernier, comment les candidats, les différents candidats à la présidentielle, ont géré ou construit ou entretenu leur image
d'acteurs politiques. Vous savez que depuis quelques années, depuis presque 2 décennies, le marketing et la communication politique ont envahi la scène donc des acteurs politiques. Au Sénégal, l'élection présidentielle passée a vu déferler cette vague communicationnelle donc autour des différents candidats. Donc on voit une entrée en matière qui est peut-être un petit peu dépaysante pour nous les téléspectateurs français, puisqu'il prend quand même son temps pour effleurer le sujet. Et puis on va voir maintenant une réponse que fait un invité à la question qui lui est posée et qui concerne justement l'image qu'avait donnée dans la communication politique le candidat et président sortant Wade. Moi, je ne suis pas opposé pas totalement opposé à l'argumentation de Maître Sall. Je pense que le candidat Wade, au regard de l'observation que j'ai eue de sa campagne, est quand même parvenu à faire cette fusion, puis à poser l'image du patriarche. C'est vrai, le Wade de 78, 83, 88, 93 jusqu'en 2000 est un peu différent. Le bonnet est venu s'ajouter, mais il a posé cette image de patriarche. Alors, nous, on a gardé 45 secondes d'intervention. L'intervention totale, elle prenait 2 minutes. Et alors, vous avez été invité de temps en temps, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les autres intervenants étaient souvent assez longs. Ils prenaient parfois 3, 4, 5 minutes pour répondre dans des monologues. Le présentateur ne les interrompt pas, il se contente souvent de hocher la tête. Donc, ça donne une émission qui est un petit peu une succession de petites conférences, comme ça, des monologues. Et moi, ça m'a fait toucher du doigt que nous, on a un petit peu du mal avec la prise de parole sous forme de monologue. Ça nous perturbe un petit peu. On est habitué à la parole qui ricoche, pas à la parole qui s'écoule. Et pour une raison assez simple, c'est que les psychologues ont découvert que dans un monologue, on a tendance à parler plus lentement. Les mots sont prononcés plus lentement. Et ce serait donc la lenteur qui nous perturbe. Et pourquoi? Parce que ce qu'ont découvert aussi les psychologues, c'est qu'on a tendance à juger plus crédibles les gens qui parlent plus vite. Mais c'est complètement culturel, parce qu'il y a des études en Corée, par exemple, qui montraient qu'en Corée, un homme qui parle lentement, on le trouve crédible. Alors moi, je suis en train de me rendre compte que je fais une chronique en forme de monologue. Et donc j'ai envie de vous demander, notre invité, si vous trouvez ça crédible, quelqu'un qui parle tout seul comme ça, mais qui essaye en même temps d'aller vite. Vous faites penser au non, mais là on n'est plus dans le monologue. Là, on est dans le au système aussi dans l'éducation sénégalaise qui n'aime pas tellement couper, qui ne propose pas tellement qu'on coupe la parole. Le présentateur laisse les gens parler, aller jusqu'au bout de leurs idées. Franchement, le téléspectateur sénégalais, il aimerait pas de temps en temps que ça boxe un peu plus. Mais absolument. Absolument. La télévision sénégalaise est en retard par rapport aux exigences des Sénégalais. Les Sénégalais sont branchés sur France 5, France 3, TF1, tout est là. Tout est visible au Sénégal. Alors, vous voyez ce que ça fait comme c'est bizarre de voir que, par exemple, le soir dans le journal de TF1, il y a juste 30 secondes, 45 secondes du président français et qu'il y a 15 minutes du président sénégalais. Ouais, alors, il trouve que c'est pas beaucoup. D'un citoyen sénégalais qui regarde la télévision, qui regarde les deux télévisions. Alors, si France 5 est capté au Sénégal, ça veut dire qu'on va nous voir là. Absolument, là on nous voit. Et alors moi qui vous interromps tout le temps, qu'est-ce qu'ils vont dire les Sénégalais? Ils vont dire qu'est-ce qu'il est grossier ce Schneiderman? Non, justement, parce que, comme je vous ai dit en début de propos, les Sénégalais sont en avance sur la télévision nationale. Ils regardent toutes sortes de télévisions et ils voient comment les choses vont vite. Alors, ils vont se trouver dans leur assiette en regardant une émission comme la vôtre, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Ah ouais, génial, merci. David? Moi, je crois qu'ils sont techniquement en retard et qu'ils sont en même temps moralement en avance. C'est-à-dire que, étant une télé publique, ils n'ont pas à faire face à une concurrence d'autres chaînes. Nous, si on regarde l'évolution du montage du journal télévisé ou même du montage d'arrêt sur image en 12 ans, on s'aperçoit que le rythme a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a plus d'images, il y a plus de plans et on a une télé qui est plus nerveuse. Pourquoi cette télévision, elle est plus nerveuse? Pour 2 raisons. Un, parce que les gens évoluent et ils veulent des stimulations plus rapides, ils percutent plus vite, ils sont soumis toute la journée à plein de messages et donc quand ils regardent la télé, ils veulent de la stimulation et aussi pour des contraintes de marché. C'est-à-dire que plus les images envoient une stimulation, plus on peut mettre de l'espace publicitaire avant, après, on peut avoir une dynamique, accrocher les gens et c'est comme ça. Et vous avez peut-être une chance, c'est de pouvoir organiser comme ça, comme les Africains l'appellent le palabre, de façon tranquille, en se laissant du temps et d'une façon qui est presque magistrale, comme disait Judith. Et c'est une chance parce que vous n'avez pas, a priori, une contrainte de marché, même si j'imagine que vous avez de nombreuses contraintes budgétaires.
Alors évidemment, la question qu'on se pose quand on vous entend parler de votre émission et des deux autres émissions, c'est est-ce que ces émissions ont des tabous? Est-ce qu'il y a des choses dont elles ne peuvent pas parler? Est-ce qu'il y a des choses que, du fait du sujet qu'elles traitent, puisque ce sont des médias qui parlent des médias, est-ce qu'il y a des tabous? Alors, à la télé sénégalaise, la réponse est malheureusement oui. Oui, la réponse est malheureusement oui, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit que Télescopie était diffusée 2 fois par mois, mais ça quand l'émission n'est pas censurée. Parce qu'il arrive des fois que l'émission ne passe pas à l'antenne puisqu'elle est censurée par la chaîne. Donc l'émission existe depuis 7 ans et c'est arrivé déjà à 5 reprises. Et à 2 reprises d'ailleurs, c'est arrivé à cause de ce monsieur. Je vous propose de le voir sur le plateau. Il s'appelle Latif Coulibaly, qui représente le groupe de presse Sud au Sénégal et qui est surtout connu pour avoir écrit un pamphlet sur le président Wade et ensuite publié des livres dessus, ce qui lui a valu une interdiction de plateau de télévision totale. Alors la première fois, la censure venait de sa présence sur le plateau, mais la deuxième fois, on a juste évacué le nom de son groupe de presse. Et alors là, pareil, censuré. Et là, pareil, censuré, et l'émission s'est même arrêtée pour 5 mois d'affilée. Ah oui, 5 mois de suspension. C'est pas surprenant. C'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. Latif Coulibaly n'est pas en odeur de sainteté. C'est normal, mais c'est un journaliste indépendant qui réfléchit. Et tout ceci est dû au fait que l'État maintient un monopole sur la diffusion électronique. On a dit tout de suite, il y a un instant, que le Sénégal, je le dirais, fait partie quand même du monde médiatisé. Même si le monde médiatisé se passe très souvent en Occident. Le fait de censurer un livre, on censure encore des livres au Sénégal. Un livre ou une émission, ça contribue à braquer davantage l'audience. N'est-ce pas, les téléspectateurs qui voudraient connaître, parce que le fait de s'informer, c'est rien du tout. Mais 5 mois de suspension, quand même, c'est long, 5 mois de... Puis ça, c'est visible, c'est voyant. C'est la télévision nationale. C'est voyant. Alors, mais je ne sais pas, moi, il n'y a pas eu des campagnes, des téléspectateurs ou de la presse pour demander le rétablissement de l'émission? Non, il n'y a pas eu de campagne. À mon avis, moi, j'en ai parlé un peu avec Adama Sow, mais il n'a pas... Il a laissé faire. Non, mais lui, d'accord, non, mais les téléspectateurs... Qu'est-ce que vous voulez? Les téléspectateurs n'ont pas bougé parce que simplement, de plus en plus, les Sénégalais se détournent de la télévision nationale. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout le monde s'en fiche et on regarde les autres chaînes. Ils ont aussi d'autres problèmes, les Sénégalais. Enfin, je veux dire, ils ont des problèmes du pays qui est le leur dans la situation qui est la sienne. C'est-à-dire avec une démocratie qui n'est pas très très avancée, visiblement, une économie qui ne doit pas être florissante. Donc, la question médiatique ne doit pas être la première préoccupation quotidienne. Et les journalistes sénégalais, vos confrères, ont protesté contre cette mise aux arrêts pendant 5 mois? La télévision nationale au Sénégal renferme d'excellents professionnels. Non, je veux dire les journalistes de presse écrite. La presse écrite, dans les journaux. De temps en temps, on voit une ou deux, comment on les appelle, les bulles. Une de bulles dans un journal qui dit, ouais, telle émission a été bloquée pendant certaines, a été bloquée, censurée, mais c'est une bulle. Voilà, la bulle. Voilà. Après, c'est un cercle vicieux, parce que ce que j'ai vu, c'est que vos confrères déploraient aussi le fait, lors des attentats du 11 septembre, de ne pas pouvoir obtenir leurs propres images des télévisions sénégalaises, de devoir faire du travail à partir des images étrangères. Voilà, ça j'en ai parlé personnellement, parce que tout simplement, la télévision nationale, pour l'État, pour le gouvernement, pour la présidence, la présidence croit qu'on peut continuer à envelopper les Sénégalais avec la télévision nationale. Alors que ce n'est pas le cas. On croit encore que les Sénégalais ne sont pas intelligents sur le plan de la télévision. On y croit encore. Le gouvernement y croit, la direction de la télévision ici y croit. Juste un mot, ce que vous dites là à l'instant, qui est quand même très dur pour le régime sénégalais, pour les médias sénégalais, vous pourriez le dire sur le plateau de cette émission Télescopie. Ah oui. Vous ne seriez pas censuré là. Non, je le dirais, mais peut-être qu'ils vont censurer l'émission. Mais moi, je peux le dire. D'accord, mais si l'émission est censurée... On n'est pas quand même dans une dictature russe de l'époque soviétique. Mais Khalil, vous pouvez le dire, mais si l'émission est censurée, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais voilà pourquoi j'y vais plus. Moi, par exemple, je faisais une émission de variété qui s'appelait Groove Connection, qui était une émission de plateau de variété avec des réflexions politiques. Et on avait des chroniqueurs. On avait un groupe de musique et des chroniqueurs parlaient
Par exemple, on disait, bon, nous sommes quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 19 mars, c'est l'anniversaire du président, l'anniversaire de l'alternance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Depuis un an, on a eu mon chroniqueur me dit, on a eu 3 ministres de la culture, dont un qui n'a pas eu le temps d'aller de regarder son bureau. Mais ce genre de choses comme ça se passait tellement bien. Mais le directeur général de la télévision... Mais c'est pas censuré, ça? Non, c'est passé. C'est passé, mais après, il n'y a plus eu d'émission. Mon émission a disparu de la grille de il faut faire que des pilotes en fait, hein. Juste le premier et puis après c'est fini. Dans l'émission israélienne Tikchoret, des tabous, des sujets qu'ils n'ont pas pu aborder? Vous savez, j'ai parlé avec mes collègues là qui animent Tikchoret depuis quelques années. Je leur ai demandé où se trouvaient ces moments-là où vous avez eu l'impression que vous ne pouvez plus traiter un thème, un sujet, quelque chose. Et ils ont beaucoup réfléchi et finalement tous les deux m'ont dit, vous savez, et c'est pas très sympathique pour notre métier, mais j'ai craint, me disait l'un d'eux, j'ai craint que là où j'avais le plus de problèmes pour faire venir des gens sur le plateau, pour avoir des réactions qui avaient de la teneur, c'était parmi nos propres collègues, confrères et consoeurs. C'est-à-dire que les journalistes eux-mêmes sont souvent ceux qui critiquent tout le monde, mais qui ne sont pas tout à fait à l'aise à se prêter à la critique de leur propre performance médiatique. C'est pas seulement en Israël. Hein. Absolument. Voilà. C'est pas du tout en Israël. C'est pas propre à l'Israël, mais c'est peut-être propre à l'Israël parce qu'en Israël, si vous voyez comment les hommes politiques, les juges, les généraux, les banquiers sont massacrés jour et nuit dans les journaux télévisés, sans que ça soit forcément des émissions propres aux affaires médiatiques. Vous voyez que les plus rebelles, les plus réticents à l'autocritique, c'est les journalistes. Finalement, c'est en Italie aussi? Oui. Plus que les politiques, plus que les juges, plus que les patrons, plus que... Vous savez, les erreurs sur les journaux sont petites. Oui, elles sont toujours toutes petites. Sont grandes. Les rectificatifs sont toujours tout petits. C'est une loi avant tout le monde. Et les fausses nouvelles sont toujours très grandes. Parce qu'on a peur de perdre les lecteurs. Alors, il y a une solution contre ça, c'est de donner la parole aux téléspectateurs et au public dans son émission. Alors, nous, ici, on a un rite, c'est qu'une fois par mois, la dernière émission du mois, nous avons une foromancière. Donc, c'est la personne qui s'occupe du forum Internet de l'émission. Mais vous l'avez aussi, j'ai découvert ça en vous regardant. Alors, on va d'abord regarder la vôtre. Elle s'appelle Cynthia. Noi abbiamo chiesto, mi pare Cinzia, al nostro sito una cosa precisa, cioè abbiamo chiesto perché non se ne parla, perché non fa più notizie, perché non se ne parla più. I nostri telespettatori sono contenti finalmente che non se ne parli più. E tra i motivi, intanto la regia manderà le immagini del nostro sito, per chi non lo conoscesse lo mandiamo in onda. Per esempio ci dicono, allora GF è buona la prima, cioè ci sarebbero dei problemi sia legati ai protagonisti, al pubblico che agli editori. Dal punto di vista dei protagonisti appunto hanno stancato perché appunto non sono più ignare cavie ma spesso consumate parodie di attori da soap, quindi siamo passati al trash. Il pubblico per esempio ci dice Deda, ci dice che ormai ha raggiunto un livello talmente basso che appunto siamo finiti come dire, ad aver creato uno zoccolo duro per cui lo guarderebbe solo chi è attratto da questo trash becero. Del resto aggiungono, e qui è Domopac, uno dei nostri fedelissimi. Domopac. Sì, questo è il suo nickname. Che, un po' la sua credibilità con un nickname così. Forse si perde, non però si offenda, è Domopac, però. È un assiduo telespettatore di TV Talk. Notre Cynthia à nous, voilà, Chloé. Il y a une ressemblance, hein? Je sais pas. Ah si, il doit y avoir un physique canonique. C'est quelqu'un un peu du Sud. Hein? Les forancières sont peut-être toujours un peu du Sud. Voilà, c'est un hasard. Hein? Oui, il y a pas de... les chevaux noirs. Oui, voilà, l'arrêt, le jeu de Chloé sont plus courts. Hein? Oui, voilà. nettement. Bon, alors, votre bilan de l'année. Alors, moi, mon bilan de l'année, donc en fait, moi, ça fait 2 ans que je tiens le forum. En 2 ans de forum, on a eu quand même 298 000 messages, ce qui montre quand même que c'est un forum très suivi. Et en fait, ce que j'ai découvert quand même au terme de ces 2 ans, et surtout de l'année qui vient de s'écouler, où là, on a eu encore plus de monde, c'est qu'en fait, l'internaute et le téléspectateur, c'est pas vraiment la même chose. Eh oui, c'est pas vraiment la même chose. Très concrètement, sur le forum n'est jamais à l'image des audiences des émissions. Jamais. Par exemple, l'émission qui a été la plus suivie par les téléspectateurs cette année, c'est Vie privée des politiques, la fin du tabou.
Et sur le forum, c'est une des émissions qui a le moins marché, entre guillemets. C'est une émission, on avait parlé de Cécilia Sarkozy, du livre sur le couple royal Hollande. Tout à fait. Et là, moi, j'ai eu moins de postes que la moyenne, en fait. Et oui, on en a eu 450, on a une moyenne de 670 à peu près par émission. Et là, c'est toujours comme ça, en fait. C'est très, très fréquent. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de revenir avec la parole du téléspectateur sur le plateau, dans la mesure où elle finit par être un peu étrange. Surtout que les revendications sont assez ambivalentes, en fait, de la part des internautes. Par exemple, cette année, j'ai souvent entendu sur le forum, l'année dernière aussi, on veut plus de télé étrangère, les images sur les télé étrangères, c'est super important. Bon, résultat, le 17 mai, vous faites un arrêt sur image télépolitique et ailleurs, et j'ai jamais eu aussi peu de postes. Voilà, par exemple. Mais Chloé, c'est une ambivalence entre l'internaute et le téléspectateur, ou c'est une ambivalence du téléspectateur lui-même qui, quand on l'interroge, dit ah oui, c'est super intéressant les débats sur les médias étrangers, mais enfin quand on fait Paris Hilton, on a quand même 3 ou 4 fois plus d'audience. C'est toujours pareil, c'est un petit peu comme quand l'année dernière vous aviez fait l'émission sur Super Nanny, nos téléspectateurs très fidèles et les forumers habitués avaient tous crié mon Dieu, le télécoaching, on a autre chose à faire, et en même temps c'était une des audiences. On a pété l'audience. Hein. Voilà. Et en fait, pour finir sur cette ambivalence-là, par exemple pour le télépolitique et ailleurs, il y a même un internaute qui nous a ouvert un fil pour dire avant de regarder ce qui se passe ailleurs, il serait judicieux de regarder ce qui se passe en France. Le même avait participé. Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est que le forum secrète la contradiction. Dès qu'il y a un forum, il y a de la contradiction. Dès que quelqu'un dit blanc, très grosse quantité, oui. Dès que quelqu'un dit blanc, quelqu'un dit noir. Oui, il y a une sociologie différente aussi. La sociologie des gens qui s'expriment sur Internet, qui vont déposer des messages polémiques ou contestataires, c'est pas la sociologie du ventre mou, si j'ose dire, de tous nos téléspectateurs. Et puis en plus, les insatisfaits s'expriment souvent 17 fois plus, des études marketing l'ont montré, que les satisfaits. Pas 18, hein. Pas 17 fois. Mais c'est le chiffre qu'on m'a enseigné à l'école. 17 fois plus que les satisfaits. Donc on peut imaginer que souvent les émissions qui marchent satisfont beaucoup de monde et il n'y a pas grand chose à dire, mais celles qui les frustrent ou qui les privent des sujets qu'ils aiment, eh bien ils viennent le dire. Il y en a plein tout le temps. Alors Chloé, suite du bilan. Alors la suite du bilan, c'est que on a aussi une espèce d'hydra de tête comme ça tout le temps, parce que bon, c'est une année très politique et donc du coup évidemment et sur la sensibilité, disons, du téléspectateur internaute par rapport aux chroniqueurs aussi. Pour Judith, Judith c'est une bobo parisienne de gauche, donneuse de leçons, sûre de sa moralité, pétrie de suffisance et d'arrogance. Pour d'autres, je cite, Judith Bernard, c'est une Louise Michel, une Madame de Staël, une Madame de Sévigné, une Sansévérina, une Angélique Marquise des Anges, une Passionaria, et j'en passe. Oui, il y a vraiment les deux. David, c'est pareil, on a vraiment toujours les deux extrêmes. Il est perçu par certains comme un droitiste cynique qui roule en 4x4, passant son temps à, je cite, d'évaluer les enjeux, prétendre que le monde entier est constitué de veaux, vautrés sur leur canapé plein cuir comme lui, et nous rendre le résultat de ses analyses avec des airs satisfaits et pleins de vide. Pour d'autres, c'est un homme charmant, nécessaire, plein d'humour, un souffle d'air pur et d'intelligence dans l'émission. Un souffle, pas un soufre. J'ai dit un souffle. Non, on peut lui accorder qu'il est un souffle d'air pur. C'est d'intelligence. Donc voilà, on a vraiment toujours eu ça. Pour Sébastien, c'est un petit peu différent parce que c'est moins sur la personnalité, c'est plus sur le fait que pour certaines personnes, et donc une partie du forum, les neurosciences, ce ne serait que pur charlatanisme. Et pour d'autres, évidemment, c'est hyper nécessaire d'avoir un spécialiste du temps de cerveau disponible sur le plateau. Par contre, personne n'est content sur une chose, c'est que les sources n'ont jamais été, ou très peu citées sur le forum. Et ça, les internautes ne sont pas contents. Je ne sais pas trop quel bilan tirer. Je pense que le téléspectateur d'arrêt sur image, j'arrive bien à voir le profil. On voit bien que c'est quelqu'un qui cherche des clés de lecture, qui cherche des décryptages, des analyses, un certain type d'informations. L'internaute, comme il a une démarche active, lui, il a besoin de proposer ses clés à lui, parfois même de les imposer. C'est pour ça que ça s'engueule. Et de voir circuler ces informations. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que l'effet de masse sur ce forum qui, quand je l'ai pris il y a 2 ans, était quand même un peu moins fréquenté, était plus il y avait beaucoup d'habitués, c'est que petit à petit, l'analyse, la vraie analyse et le décryptage de l'émission elle-même, ça s'est un peu estompé, ou ça a été noyé dans la masse, au profit plutôt de commentaires et beaucoup de discussions sur les sujets qui étaient abordés. Oui, question. Vous proposez, vous, dans l'émission, le thème de discussion ou dans les... Non, moi en fait ce que j'ai fait, c'est que je leur demande régulièrement ce qu'ils ont pensé de la dernière, si jamais j'ai pas assez de réactions spontanées, mais en fait c'est plutôt eux qui font et après je remonte.
Voilà. Vous le proposez dans le web ou dans l'émission? Ah non, moi je suis dans le web toute la journée, je viens une fois par mois pour dire voilà, ce mois-ci ils sont pas contents. Pour nous, c'est important de les proposer dans la télévision et puis le double. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. De lancer le débat sur le plateau et puis ensuite ils viennent répondre. Et mais je crois que nous qui faisons télévision en Italie, nous n'avons pas encore décidé d'utiliser bien le web. Parce qu'on a encore le problème que c'est une concurrence entre web et télévision. Et pour l'année prochaine, moi j'ai décidé de donner beaucoup d'espace à cette, parce que le futur c'est ça et c'est important. Mais justement pour l'année prochaine, que ce soit les téléspectateurs ou les internautes, en fait voilà, j'ai la question la question claire quoi, c'est qu'est-ce qui se passe avec Arrêt sur Image, est-ce qu'on le retrouve à la rentrée ou pas quoi. Voilà. Je suis très embêté pour vous répondre parce que pour la première fois depuis la création de l'émission, je ne sais pas. Du tout. Je ne sais pas. Ah bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Puisqu'on est là pour faire de la transparence, on va la faire totalement. Depuis la création de l'émission, la chaîne, la 5e, puis France 5, nous avait toujours dit avant la dernière, voilà, vous revenez l'année prochaine. Nous sommes avec vous. C'est gentil, mais attendez, on n'est pas encore. On n'a pas encore disparu. Mais cette année, pour la première fois, là, on est en train de tourner la dernière. On est dans les dernières minutes de la dernière émission, et la chaîne nous dit on ne peut rien dire, et la réponse ne viendra que dans les jours ou les semaines qui viennent. Vous ne savez pas si vous allez leur dire au revoir tout à l'heure ou adieu. Et ça m'embête beaucoup parce que voilà, parce que les téléspectateurs ont noué un lien avec nous et nous on a noué un lien avec eux, et ça m'embête de prendre congé sans savoir si je dis au revoir ou adieu. Mais là, j'en suis réduit à cette. En tout cas, il y a beaucoup de messages de soutien. Non, on dit jamais adieu. Giscard qui dit adieu. Alors, non, il dit au revoir. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, comment dire, eh bien, je ne vois pas de raison pour lesquelles je ne pourrais pas vous dire à la rentrée. Donc, je vous dis à la rentrée, ici ou ailleurs. Et bon été à tous.